Bonjour Jean. Bonjour Thierry. Alors, nous sommes le samedi 26 avril 2025. C'est un entretien d'introduction à un podcast qui a été enregistré il y a quelques semaines avec les co-auteurs autour d'un livre qui est paru en France début mars 2025. Jean, tu es le responsable de Flying Disc France. Tu as publié plus d'une quinzaine de titres depuis 2019. Peux-tu présenter brièvement ce livre et ses auteurs? Merci Thierry et merci pour ta collaboration pour cette présentation à ce podcast avec les auteurs de Skinwalker au Pentagone. Donc, les auteurs de ce livre sont Colm Kelleher, le docteur Colm Kelleher, euh, Monsieur Lakatsky et le journaliste George Knapp, qui est très connu aux États-Unis et également en France. Qui est le docteur Kelleher? Le docteur Kelleher a été le directeur scientifique de la fondation NITS entre 1996 et 2004, jusqu'à la fin de l'activité du NITS, la National Discovery Science, la fondation de Robert Bigelow, qui a, qui a étudié, qui a enquêté entre autres sur le ranch Skinwalker, le ranch de l'Utah. Comme Kelleher a été ensuite effectivement le responsable d'un programme dont on va parler, qui est le sujet central du livre, un programme secret, militaire, dont on va parler dans quelques minutes. Et le deuxième auteur du livre alors, qui était comme Kelleher d'abord. Comme Kelleher est un scientifique d'origine européenne, d'origine irlandaise. Il a fait ses études, son doctorat à Trinity College à Dublin. Il a émigré à la fin des années 80 aux États-Unis. Il travaille dans des laboratoires de biologie, un doctorat en biologie donc. Et il a été recruté en 96 donc par la fondation Bigelow NITS. Qui est James Lakatsky, le deuxième auteur. James Lakatsky est un analyste de la Defense Intelligence Agency, la DIA, la fameuse agence de renseignement de la défense américaine, donc une agence qui dépend évidemment du ministère de la Défense, le Pentagone. Et entre autres, c'est un spécialiste des missiles, de l'agence des missiles. C'est un expert sur les missiles et il travaillait spécialement au sein de la DIA pour le département de la DIA qui s'appelle Defense Warning Office, qui est un département de la DIA qui est plus spécialement en charge de la sécurité des États-Unis, la sécurité aérienne, de l'identification des menaces spatiales, entre autres missiles balistiques et armes spatiales. C'est un expert donc, de la DIA. Il a été nommé directeur du programme AOSAP, qui est le programme en question, qui est le sujet central de ce livre. Donc, il y a eu deux directeurs du programme AOSAP, James Lakatsky pour la DIA et le maître d'œuvre, si on peut dire, l'exécutant ou le prestataire pour le DIA, la fondation Bigelow, la fondation Bigelow Space Base, dont le directeur scientifique était Colm Kelleher. Le troisième auteur, bien, c'est le journaliste George Knapp, bien connu, qui a travaillé avec le NITS depuis 1994, qui connaît très bien l'enquête sur le Skinwalker Ranch et qui a collaboré également avec le programme. Jean, petite question. On parlait de Colm Kelleher. Est-il un ufologue connu aux États-Unis? Alors, comme je disais, Kelleher n'est pas un ufologue à proprement parler. Il a répondu à un appel à une offre de candidature en 96 de la Fondation Bigelow et il a donc découvert les phénomènes étranges, la haute étrangeté donc, sur le ranch de l'Utah, le ranch Skinwalker. Je ne sais pas s'il avait étudié lui-même à titre privé l'ufologie auparavant, mais disons qu'il a professionnellement, il a découvert à ce moment-là les phénomènes ovnis qui étaient sur le ranch jusqu'à présent d'ailleurs. Donc voilà, on ne peut pas l'appeler un ufologue, c'est d'abord un scientifique et il a encore approfondi donc ses connaissances, ses travaux avec le programme AWSAP, Advanced Aerospace Weapon System Application Programme, à partir de ce programme donc, de 2008 à 2010. Alors, nous présentons ce podcast autour d'un nouveau livre du même auteur, c'est bien cela? Et avec un co-auteur, ce livre est Skinwalkers au Pentagone. Donc effectivement, on rappelle que Colm Kelleher, avec le journaliste George Knapp, donc deux co-auteurs, avait écrit en 2005 un livre dont le titre était Hunt for the Skinwalker,
il est sorti donc, je dis en 2005, c'est-à-dire un an après la clôture de l'activité de la Fondation NIDS de Robert Bigelow, qui est donc l'enquête de 94-95 fondation de la Fondation NIDS jusqu'à 2004. Comme Keller a été recruté par la Fondation NIDS en 96, donc c'est un travail de 8 ans autour du ranch, sur le ranch Skinwalker, qui a donné lieu à ce livre Hunt for the Skinwalker, qui a été traduit en France avec beaucoup de succès, n'oublions pas, sous le titre La science confrontée à l'inexpliqué, avec un sous-titre sur le ranch de l'Utah, livre que tu connais bien sûr, Thierry, que connaissent les amateurs avertis, qui est sorti en 2008, Mercure dauphinois. Donc, finalement, tu as, participé à un podcast avec l'aide de Charles Maxence Laillet, apparemment. Voilà, donc, comme ce livre, donc, Skinwalker au Pentagone, que j'ai publié, je voulais faire effectivement un podcast, un ou plusieurs podcasts avec les auteurs, comme Keller a donné son accord, James Lacatski aussi, j'avais toujours pas parlé à James Lacatski, et George Knapp a donné son accord, je l'avais même pas sollicité, mais comme Keller m'a informé que George Knapp était d'accord pour faire un podcast avec 3 auteurs, et donc pour m'épauler, je me suis dit c'est mieux que je sois avec quelqu'un, ou même que je délègue la tâche, et donc je connais Maxence depuis 2 ans, je l'ai connu en 2023, oui, en février 2023. Et donc, il a donné son accord. Et donc, on a préparé ce podcast. Je lui ai remis moi-même mes propositions de guidelines. Il les a complémentées avec ses propres éclairages. Et donc, il m'a soutenu. Et en vérité, c'est lui qui a réalisé la plus grande partie du podcast, comme les auditeurs le verront, parce que ce jour-là, j'ai eu un petit problème de connexion au bout de 5 à 10 minutes. Et voilà, je n'entendais plus M. Lacatski, et apparemment on m'entendait, mais moi je n'entendais plus M. Lacatski. Donc Maxence a décidé pertinemment de couper ma connexion parce que ça perturbait beaucoup le flux, la qualité du message des auteurs, des 2 co-auteurs. Donc c'est lui qui a réalisé la plus grande partie de ce podcast. Donc je le remercie ici devant le public pour sa contribution. Donc alors, toi et Charles Maxence, vous avez interviewé Colm Keller. Alors, est-ce qu'il est lié à l'ADIA? Alors, comme je disais, non, comme Keller, a priori, donc, travaillait pour la Fondation Bass, d'abord pour le NIDS, ensuite, à partir de 2008, pour la Fondation Bass, qui a été créée la même année, la Bigelow Aerospace, Fondation de Robert Bigelow. Et il se trouve que c'est comme ça donc qu'est né le programme AWSAP, donc le sujet du livre. L'ADIA, dans un contexte particulier, a ouvert un programme de recherche sur les UAP et sur les menaces liées aux UAP. Et la Fondation Bigelow a été le destinataire d'un appel d'offres, ou le bénéficiaire d'un appel d'offres. Donc, a obtenu ce contrat de l'ADIA. Donc, Keller était le directeur scientifique de la Fondation Bigelow, et à ce titre, il a coordonné le programme AWSAP au sein de la Fondation Bigelow, de la Fondation Bass. Tandis que, cependant, que le vrai directeur du programme était un analyste éminent de l'ADIA, en l'occurrence M. Lacatski, que l'on entend largement dans ce podcast. Maintenant, est-ce que tu peux donner quelques indications au public, concernant, le contenu du livre, hein, Skinwalker au Pentagone, hein, dont l'édition originale est sortie en octobre 2021? Oui, alors, donc, comme je le disais, le premier point à considérer, c'est que le programme donc, provient de l'ADIA, c'est une demande de l'ADIA, et il est dirigé principalement sur l'identification des menaces spatiales. C'est-à-dire qu'au sein de l'ADIA, tu as le Defense Warning Office, dans lequel est opéré James Lacatski. Defense Warning Office, le bureau des alertes de défense, hein, si on peut dire, c'est une traduction vraiment pauvre. C'est un département très important de l'ADIA qui est en charge donc de l'identification, de l'évaluation des menaces spatiales pour la sécurité des États-Unis, bien entendu.
Et donc, cette espèce, Lakatsky est un expert des missiles, comme je l'ai dit. Ouais. Donc, il s'agit ici, effectivement, on parle d'advanced technology. Il y a dans le chapitre 3, on trouve la description des objectifs assignés au programme par la DIA. Et Lakatsky s'exprime très clairement. Je peux vous donner deux phrases qu'il a prononcées. Comprendre la physique et l'ingénierie de ces applications dans la mesure où elles désignent une menace étrangère. Donc, il s'agit d'advanced technology et on ne parle pas spécifiquement des UAP, mais c'est entre autres à ces phénomènes non identifiés euh, dont il est question. Donc, dans quelle mesure donc comprendre la physique et l'ingénierie de ces applications. Donc c'est une phrase très technique, hein, une phrase d'ingénieur. Ces applications, qu'est-ce qu'une application, de quelle application on parle? On parle de ces phénomènes. Entre autres, n'oublions pas qu'en 2008, nous sommes 4 ans après l'incident de l'USS Nimitz, hein, Thierry. Donc c'est 2007. évidemment pas un hasard si le programme naît aussi à ce moment-là. Le tic-tac, tu sais, a été connu surtout après l'article du New York Times qui est paru en décembre 2017, puis après par le rapport de l'UAP Task Force en juin 2021. Mais en l'occurrence, les militaires au sein de la DIA et au sein du Defense Warning Office étaient au courant très tôt des phénomènes qui ont été révélés concernant l'escadre de l'USS Nimitz. Ils étaient au courant dès 2005, entre autres. Et comme Keller explique qu'il a effectué des entretiens de recrutement en vue du programme AWSAP. Et il a eu un entretien, je crois, dès 2005 avec un colonel des marines, le colonel Douglas Worth, qui était en mission donc au large de San Diego en 2004. Et donc qui a été témoin de ces phénomènes et qui a donc donné les premières informations, les premières divulgations à Keller, qui a transmis toutes ces informations à James Lakatsky. Et Lakatsky lui-même a transmis à un autre analyste de premier plan de la DIA, du Defense Warning Office, qui était impliqué également lui-même dans le programme AWSAP, qui était Jonathan Axelrod. Et on apprend dans le livre qu'effectivement la première enquête de fond, parce que Axelrod a interviewé dès 2009 David Fravor et les 4 pilotes et copilotes des 2 avions, des 2 F-18 qui ont survolé la zone et le tic-tac, et plus d'autres, plus d'une quinzaine de militaires. Alors Jean, on a parlé du programme ASAP, je ne sais pas trop comment on peut l'appeler, je ne sais pas trop ma partie, mais je sais qu'il y a au moins presque une dizaine d'approches et de thèmes dans ce programme, donc peut-être que tu peux nous en détailler quelques-uns ou survoler la plupart des thèmes. Oui, merci Thierry. Donc, comme je disais, le premier volet du projet, du programme ASAP, c'est d'abord la requête par la DIA, donc concernant l'identification des menaces spatiales, également concerne des armes à énergie dirigée et d'autres types d'armes spatiales, missiles, tout cela, mais également les advanced technologies, donc qui désignent implicitement donc ce qu'on appelle les UAP. Mais comme on en a parlé il y a quelques minutes, mais le deuxième volet, si tu veux, ou le deuxième aspect, la deuxième facette du programme, c'est la réponse de la Fondation Bass et comment la Fondation Bass, donc répondant à la requête, fait des propositions d'orientation, des propositions de division du programme, d'objectifs. Alors, l'un des premiers objectifs qui est désigné par la Fondation Bass, ça a été la constitution d'une base de données générale du phénomène. Donc, effectivement, on apprend un peu dans le podcast, oui, que la Fondation au sein du programme, donc, a constitué une base de données
à partir de 11 bases de données distinctes. On a la base de données du projet Blue Book avec le projet SIGN, le projet Grudge, la base de données de la fondation NITS, la base de données du MUFON. Il y a eu un contrat de partenariat, d'accord, avec le MUFON. Des bases de données françaises, c'est intéressant, on l'apprend dans le podcast. Des bases de données anglaises, canadiennes, également une base de données brésilienne, une base de données qui est tirée d'archives russes de l'ex-Union soviétique. Donc ça a été l'une des premières orientations, constituer une base de données pour pouvoir effectuer les recherches, bien évidemment. Sachant que le programme, je ne l'ai pas dit encore, mais il a été financé sur la base de 22 millions de dollars par le Congrès américain. Un programme donc de 2 ans, de septembre 2008 à décembre 2010, 22 millions sur 2 ans. Donc la Fondation Basse et l'ASOAP avaient l'occasion de recruter plusieurs dizaines ou centaines de spécialistes dans différents domaines. Donc premier objectif, constitution de base de données, ensuite faire appel à des scientifiques, deuxième objectif. Troisième approche qui était proposée par la Fondation Basse, c'était de faire du Ranch Skinwalker un laboratoire vivant, c'est-à-dire un lieu d'étude dans lequel tous les scientifiques de différentes disciplines pourront affluer dans ce laboratoire vivant qui est le Skinwalker Ranch. Une autre approche, c'était l'utilisation des plateformes spatiales pour étudier l'antigravité, des technologies en antigravité. Ça n'a pas été retenu fidèlement. Une autre approche est l'étude des effets biologiques, des contacts rapprochés, des effets biologiques sur l'humain. Autre approche, le paranormal. Une autre approche encore, le remote viewing. Donc, tu vois, il y avait un certain nombre d'approches qui ont été proposées et validées par la DIA. Le remote viewing qui a déjà été étudié un peu en France, Oui. pas mal de choses. Aux États-Unis aussi, oui. C'est très varié quand même, parce que ça touche aussi les mutilations animales apparemment, les aspects biologiques, ça va loin, quoi. C'est beaucoup, beaucoup de thèmes qui sont étudiés. Les mutilations animales ont été étudiées dans un programme spécial au NITS, et on sait que la mutilation animale est quand même partie prenante du phénomène UAP, OVNI, même si beaucoup de personnes ne le reconnaissent pas. Donc, pour ce qui est des rapports du programme, il y a eu plus d'une centaine de rapports, 130 rapports détaillés qui ont été remis à la DIA. Donc le livre ne contient pas tous les contenus, certainement pas, du travail sur 2 ans. D'accord ? Il présente certains contenus. Les auteurs annoncent 2 livres qui ont été autorisés par la DIA. L'un s'appelle New Insights, l'autre, je n'ai pas eu le temps de rechercher le titre. Ils sont en cours de publication avec l'autorisation du Pentagone. Mais ils reprendront plus largement les contenus de certaines études, entre autres le remote viewing et des études autour de la conscience. Mais sinon, tous les rapports ont été transmis à la DIA, les rapports, et à la fin du livre, dans l'annexe, dans les 4 annexes, on a la bibliographie complète de ces rapports avec leurs intitulés, leurs dates et leurs auteurs, qui sont donc des spécialistes qui ont travaillé pour le programme. Alors pour terminer, donc j'ai encore 2 points à voir avec toi, 2 questions à te poser. La première, c'est, tu m'avais annoncé que l'auteur et chercheur Jacques Vallée, dont les livres et les conférences sont connus en France, sont bien connus depuis longtemps, qui est une autorité internationale évidemment, a été impliqué dans ce fameux programme. Sa contribution aurait été très importante. Tu peux nous en dire un mot à ce sujet ? Oui, on apprend dans le livre, à la lecture du livre, et puis en écoutant comme Keller et Jem Lakatsky dans le podcast, le docteur Jack Vallée donc connaît très bien depuis très longtemps Robert Bigelow et la Fondation NITS. Il a suivi les activités de la Fondation NITS depuis 1995. Il connaît très bien les recherches sur le Skinwalker Ranch. Il a été très proche de Com Keller. Com Keller a un énorme respect et reconnaissance pour la contribution de Jacques Vallée. Grand respect, intérêt pour son œuvre, d'auteur, de chercheur. Jacques Vallée, n'oublions pas, est un informaticien de premier plan. Il était à l'origine de la création du web, n'oublions pas, parmi d'autres chercheurs.
Et donc, à ce titre, c'est un spécialiste donc, de la constitution des bases de données. Et donc, il a été sollicité et eu la charge, dans le programme AWSAP, de constituer la base de données générale du programme, donc qui assemble, comme on l'a dit, plus de 11, un total de 11 bases de données, toutes volumineuses. Donc, constituer cette base de données générale et construire l'architecture pour l'accès à ces données très volumineuses, ça demande une grande expertise. Et donc, c'est le travail qu'a réalisé Jacques Vallée. Et Colm Kelleher le salue très chaleureusement dans le podcast et puis dans le livre. Il y a un chapitre qui lui est consacré. Donc, avant d'écouter messieurs Keller et Lakatsky sur le podcast, hein, est-ce que tu peux nous parler du troisième, parce qu'on n'en a pas trop parlé, c'est George Knapp. Alors, George Knapp, comme on l'a dit, est un journaliste de télévision du Nevada, de Las Vegas, de la télévision Class TV, donc un présentateur très connu et qui s'est consacré, entre autres, pas seulement, mais entre autres, à l'étude sur les phénomènes étranges, paranormaux, le phénomène UAP. Et en l'occurrence, George Knapp a été très connu à partir de 1989 lorsqu'il a fait connaître quelqu'un dont on n'a pas connu le nom tout de suite. Peu de temps après, on a su qu'il s'appelait M. Bob Lazar. Donc c'est George Knapp qui a fait connaître nationalement, à l'échelle des États-Unis, du réseau télévisé, Bob Lazar avec des interviews longues et détaillées. Et Bob Lazar était connu mondialement par les télévisions américaines et internationales grâce à George Knapp. George Knapp n'a pas arrêté ses études dans ce domaine. Il a suivi les activités du NITS. Il connaissait le sénateur Harry Reid, qui lui-même, c'est abordé dans la présentation par Colm Kelleher. Le sénateur Harry Reid du Nevada est à l'origine donc du programme AWSAP, parce que c'est lui qui a demandé l'affectation d'un budget dans une commission des programmes de budget opaque du Congrès américain. Et Harry Reid a été présenté à Robert Bigelow par l'intermédiaire de George Knapp. Donc, George Knapp a eu un rôle vraiment technique, central, instrumental, comme on dit aux États-Unis, pour mettre en connexion, en relation des personnes qui ont eu le rôle décisif dans le récit du programme. Et il a suivi le programme pendant tout ce temps, donc je pense qu'il était sur le ranch avec Colm Kelleher pendant toutes ces années. Et on a des photos de Colm Kelleher et George Knapp sur le ranch qui date de 2016. Donc on est loin de 1989. Bon, je pense qu'on va pouvoir écouter le podcast maintenant avec messieurs Kelleher et Lakatsky. Voilà. Merci beaucoup, Thierry. Bonsoir, docteur Kelleher. Bonsoir, monsieur Lakatsky. Docteur Lakatsky, nous sommes très heureux de vous accueillir sur une chaîne française. C'est la première fois que vous vous exprimez sur un média français, je présume. Nous vous souhaitons la bienvenue pour parler de votre récent livre Skinwalker at the Pentagon, qui a été publié, je crois, il y a 2 ans et qui est publié maintenant en traduction française au mois de mars 2025. Alors, merci beaucoup, Dr Kelleher, merci beaucoup, Monsieur Lakatsky. Monsieur Knapp, George Knapp était invité, le 3e co-auteur du livre. Il n'a malheureusement pas pu venir aujourd'hui. Nous lui disons bonjour, j'espère qu'il va bien. Une brève présentation de votre biographie, Dr Kelleher. Vous êtes diplômé en biochimie en Irlande. Vous avez émigré aux États-Unis dans les années 90, au début des années 90, à la fin des années 80. Vous avez été directeur de l'équipe du National Institute for Discovery Science sur le Skinwalker Ranch dans l'Utah entre 1996 et 2004. Puis en 2008, vous avez été administrateur de Bigelow Aerospace Advanced Space Studies,
la fondation BAAS, qui était en charge d'un programme financé par la Defense Intelligence Agency, DIA, le programme Advanced Aerospace Weapon System Applications Program, AUSAP. Monsieur Kelleher, en quelques termes, comment pouvez-vous nous décrire brièvement l'origine du programme AWSAP, Advanced Aerospace Weapons System Applications Programme? Merci, docteur. Nous vous écoutons. Eh bien, pour la petite histoire, pendant mon doctorat à Dublin, j'ai eu la chance de pouvoir passer une partie de mon temps en France, dans un laboratoire de biochimie, près de Clermont-Ferrand, puis de Dôme. Il faisait partie de l'Institut national de recherche agronomique. J'ai passé une partie de mon doctorat dans le laboratoire du docteur Michel Lamont à l'Institut national de recherche agronomique. J'ai donc passé 7 mois, peut-être 8, dans la région du Puy-de-Dôme. C'était une très belle région de France et des gens très gentils, très accueillants. J'ai passé de très bons moments pendant ces 8 mois et c'était il y a de nombreuses années. Mais j'apprécie énormément les gens. C'était donc une introduction latérale, mais j'ai de bons souvenirs de la région du Puy-de-Dôme. Le programme OSAP, comme vous l'avez mentionné, était un programme de la Defense Intelligence Agency qui a débuté en septembre 2008 et s'est arrêté en septembre 2010. Il y a eu une prolongation de 3 mois sans frais, alors que nous ne faisions qu'arrêter le programme. Et il s'est finalement terminé en décembre 2010. Le trait fondamental du programme OSAP, qu'il a été rendu public par le biais du site web gouvernemental afin que d'autres entrepreneurs des États-Unis puissent y participer. Il était donc tout à fait transparent. Le sénateur Harry Reid et 2 autres sénateurs du Sénat américain ont participé à la genèse du programme. Robert Bigelow, entrepreneur milliardaire de l'immobilier et de l'aérospatiale à Las Vegas, Nevada. Il était mon patron et il a joué un rôle déterminant dans la mise en place de ce programme. Le docteur Lakatsky a joué un rôle déterminant dans ce processus car il a pris l'initiative de se rendre dans une région du nord-est de l'Utah, connue plus tard sous le nom de Skinwalker Ranch. Et au nom de la Defense Intelligence Agency, je le laisserai expliquer comment tout ce processus s'est déroulé. La genèse du programme OSAP s'est donc faite à plusieurs niveaux. Il s'agissait de sénateurs politiques et puissants du Sénat des États-Unis, de l'entrepreneur milliardaire de l'aérospatiale Robert Bigelow et du docteur Lakatsky, qui était, vous savez, le représentant décisionnel de l'Agence renseignement de la défense pour assembler tout cela. Laissez-moi commencer par... permettez-moi de commencer par la raison pour laquelle j'ai visité le Skinwalker Ranch et Robert Bigelow. La DIA, à travers le Bureau d'alerte de la défense, le Defense Warning Office, menait des recherches ouvertes sur... D'accord, si vous m'entendez bien. Le programme AWSAP est né des recherches menées par l'Agence de renseignement de la défense sur les technologies avancées. En 2007, je suis tombé sur des discussions publiées sur les premiers sites Internet, je dirais, au sujet d'événements inhabituels survenus dans un ranch au nord-est de l'Utah. Il s'agissait de scientifiques réputés qui discutaient de ces événements étranges. Mon bureau était chargé d'étudier des technologies avancées et leur impact sur les nouveaux systèmes d'armes des États-Unis. Je me suis donc dit qu'il y avait peut-être là quelque chose d'intéressant pour nous. J'ai donc contacté par l'intermédiaire de mes relations et j'ai envoyé une lettre à M. Bigelow. Je lui ai demandé de visiter le ranch. Il m'a invité. Nous sommes allés au ranch. Il m'est arrivé un événement que l'on pourrait considérer comme mineur, qui m'a convaincu qu'il y avait quelque chose dans tout cela. Et j'en ai parlé à Robert Bigelow. Il a transmis ce qui m'était arrivé au sénateur Reid.
et celui-ci m'a invité chez lui pour discuter de ce que nous appellerions aujourd'hui un programme UAF, UFO, UAP paranormal. J'ai donc présenté un programme en termes simples. Fait, les conditions étaient si simples qu'elles ont été acceptées en des termes admissibles par le Congrès et 10 millions de dollars ont été envoyés l'année suivante à la Defense Intelligence Agency pour le projet, suivi de 12 millions de dollars l'année suivante. Le programme AWSAP a décollé très rapidement grâce au docteur Kelleher et au fait que la DIA pouvait traiter à l'époque les habilitations sécuritaires supérieures très rapidement, en quelques semaines. Nous étions donc opérationnels. Je crois que le chiffre utilisé est de 5 mois, mais selon moi, c'était plutôt 3 mois. Le programme a démarré sur les chapeaux de roue et je tiens à dire, quoi qu'on en dise sur Internet, qu'il s'agissait entièrement d'un programme UFO-UAP et que le programme y a été intégré tout simplement parce qu'on ne peut pas séparer les deux choses. Merci beaucoup pour votre réponse très précise et utile, docteur Lakatsky. Nous avons lu que le programme a été validé et soutenu par un trio de sénateurs impliqués dans, pourrait-on dire, les financements de projets opaques. Pas des black budgets, mais des budgets secrets. Ma question porte sur ce budget secret, sur la manière dont il a pu être voté au Congrès. Ce programme AOSAP a-t-il été voté à l'unanimité ou comment la décision a-t-elle été prise de voter un budget pour ce programme de 24 mois? Le programme a commencé par une réunion entre moi-même, les sénateurs Reid, Stevens et Inouye, dans ce que l'on pourrait appeler, considérer comme la zone de réunion la plus confidentielle du Capitole, qui se trouvait à l'époque sous le dôme du Capitole et qui a été déplacée depuis. Cependant, j'ai trouvé intéressant de rencontrer ces trois personnes ensemble. En l'espace de 20 minutes, voire d'une demi-heure, de nombreuses personnes nous attendaient à l'extérieur, car la conversation était si intéressante qu'elle n'en finissait pas. Je n'ai jamais eu l'impression, et c'est l'avis de Jim Lakatsky, que l'AOSAP avait pris fin. En tant que contrat et flux d'argent, oui. Mais l'objectif du programme était de déterminer ce qui devait faire l'objet de recherches, ce qui était valable, ce qui ne l'était pas, ce que les gens devaient faire. Et je parle même du public, ce que les gens devaient faire pour acquérir des connaissances, ce à quoi le gouvernement pouvait consacrer de l'argent, ce à quoi le gouvernement ne devait pas consacrer d'argent. Et le fait qu'il se poursuive est attesté dans le fait que vous avez entendu le terme Kona Blue, un programme de suivi ultérieur, qui était même d'un niveau de classification plus élevé. Encore une fois, il s'agissait de savoir ce que le public, le gouvernement, les gouvernements du monde entier devaient faire de manière logique pour aller de l'avant. Je dirais qu'il n'a pas été mis fin à la USAP, il n'a pas été mis fin au Conablu. Y a-t-il une fin à l'acquisition d'intelligence, à l'acquisition de connaissances? Cela ne fait que continuer et on acquiert de plus en plus. Et c'est ce que nous avons commencé. D'accord, merci beaucoup. J'ai une question à poser au docteur Kelleher. En ce qui concerne les dimensions UAP, UFO et du paranormal qui ont été abordées ensemble, en même temps dans le cadre du projet AOSAP, car il paraissait insensé de chercher à séparer ces différentes dimensions. Quelles ont donc été les prémices, les principes, les postulats préalables qui ont guidé les différentes facettes, les différents sous-programmes du programme AOSAP? Quelles sont les corrélations et les anomalies qui vous ont invité à envisager cette association, à faire ce lien qui relie les UAP et le paranormal? Euh, sur quelle base avez-vous défini les différentes composantes du programme
et de ses recherches. Je suppose que la question porte sur la conjonction de la composante matérielle des ovnis et du paranormal. Pour la petite histoire, Robert Bigelow a fondé en 1995 le National Institute for Discovery Science, un groupe de recherche privé situé à Las Vegas, dans le Nevada. J'ai été recruté très rapidement dans ce programme, tout comme un physicien et un vétérinaire, et notre mission était d'explorer les bases scientifiques des anomalies, y compris des ovnis, les mutilations de bétail et tous les aspects des effets des ovnis sur les personnes. Ainsi, la conjonction fondamentale des mesures de performance des ovnis, ainsi que les effets des ovnis sur les gens, était une partie intégrante de la méthodologie scientifique utilisée par le National Institute for Discovery Science. Et le programme du National Institute for Discovery Science s'est terminé en 2004. Je travaillais dans une société de biotechnologie à San Francisco, où je faisais des recherches sur les virus pour le compte du ministère de la Défense, lorsque Robert Bigelow m'a appelé pour me dire qu'il y avait un nouveau programme impliqué dans la défense. Il n'a pas dit l'agence d'enseignement de la défense au téléphone, mais j'ai finalement été recruté très rapidement dans ce programme. Et nous avons utilisé une grande partie du personnel et des ressources, ainsi que la méthodologie et les protocoles qui avaient été développés pour étudier le sujet des ovnis par le National Institute for Discovery Science. Une partie de ces protocoles consistait à étudier non seulement les performances des ovnis, comme la façon dont les ovnis exécutaient des virages à un angle droit ou accélérer de 0 à Mach 10 ou plus, à partir d'un arrêt. Comment étaient-ils capables d'apparaître et de disparaître? Tous ces problèmes de performance des ovnis étaient mesurés par des capteurs, mais la deuxième grande partie du programme concernait également les effets des ovnis sur les humains, notamment les effets médicaux des ovnis, les effets psychologiques, et nous avons également étudié les aspects paranormaux des ovnis. Il s'agissait donc d'une sorte de continuation naturelle des recherches que nous avions menées précédemment, en utilisant une grande partie du personnel et des conseillers qui avaient informé le National Institute for Discovery Science. C'est devenu un aspect très controversé au programme OSAP, parce que la Defense Intelligence Agency a été, je crois, surprise, dans une certaine mesure, que les aspects paranormaux et les aspects physiques des mesures des capteurs soient inclus dans l'étude. Nous avons soumis environ 100 rapports distincts à la Defense Intelligence Agency sur une période de 2 ans, et certains de ces rapports contenaient des aspects relatifs à l'observation de phénomènes paranormaux. C'était donc un résultat naturel du programme, et d'un point de vue philosophique, je pense que les 60 à 70 années d'études du sujet OVNI ont naturellement rapproché ces deux aspects du phénomène OVNI. Il n'est pas inhabituel d'étudier ces questions. Merci beaucoup pour votre réponse. Je vais passer la parole au docteur Lakatsky et je vais poursuivre la discussion sur l'aspect paranormal, si vous êtes d'accord. Le docteur Lakatsky a rappelé que des événements étranges s'étaient produits lors de sa visite au Skinwalker Ranch. Il y a eu d'abord les expériences menées au sein du NIDS, le NIDS. Puis après cela, il y a eu une philosophie globale, un ensemble complet, un programme complet d'études de l'AOSAP qui inclut aux recherches la dimension controversée du paranormal. C'est vraiment très clair. Merci beaucoup de ces précisions. Alors, Monsieur Lakatsky, le travail que vous avez fait tous les deux en administrant le programme a été excellent pendant les 2 ans de fonctionnement du programme OSAP.
Énormément de rapports ont été produits, c'est vraiment impressionnant et ça explique la richesse et la diversité, des informations contenues dans le livre Skinwalker au Pentagone. Les détails que vous donnez sont très impressionnants. Comment en êtes-vous arrivé là, docteur, Lakatsky? Le fait est que, contrairement à ce que l'on peut lire sur Internet, il s'est passé très peu de choses avec moi. Mais avec mes associés, il s'est passé beaucoup de choses. Et quand je dis beaucoup, beaucoup de choses qui n'ont même pas été révélées dans la littérature. Rappelez-vous que Skinwalkers at the Pentagon, en tant que livre, couvre depuis les origines jusqu'au moment où nous avons travaillé avec le département de la sécurité intérieure, le Department of Home Security. Et vous pouvez ajouter le Kona Blue ici, puisque le DoD, ministère de la Défense, a publié ce nom qui est affilié au département de la sécurité intérieure. Ce livre est un résumé. Il ne contient pas tous les événements paranormaux, mais seulement un aperçu de tous les aspects du programme. Un livre sur les technologies plus avancées a été publié il y a un peu plus d'un an. Son titre est New Insights. Pour la première fois, je peux vous dire que personne ne le sait encore, mais le Pentagone vient d'approuver la publication de 2 nouveaux livres. Ils s'intitulent New Insights et Future Visions. Ces 2 livres, ainsi que les 2 autres, couvriront l'AOSAP du début à la fin, avec tous les détails disponibles dans toute la littérature produite par le Dr Kelleher et par la Fondation Bass. Tout est donc là, c'est complet. Cette version de Skinwalker de Pentagone en français est donc un bon résumé à présenter. En d'autres termes, c'est comme un cours d'introduction aux mathématiques. Je veux dire qu'il y a beaucoup plus de maths à apprendre que l'addition et la soustraction, mais ce n'est que le début. Je pense que cela encouragera les gens à vouloir en savoir plus. Je dois dire qu'il contient également la liste complète, et j'en ris, parce que dans chaque version de ce livre, les gens veulent que nous reprenions des noms, des lieux de recherche dans les différentes éditions. Skinwalker at the Pentagon contient une bibliographie complète de tous les travaux, avec tous les noms, toutes les personnes qui les ont réalisés dans leurs institutions. Il s'agit donc ici d'un très bon point de départ pour les gens et pour aller de l'avant. C'est parfaitement clair, je ne sais pas si Jean nous entend et s'il est sur le point, d'ajouter une nouvelle question, mais je vais poursuivre avec, simplement une question extrêmement brève au docteur, Lakatsky. Lorsque vous parlez de Kona Blue, nous savons que vous expliquez dans Skinwalker au Pentagone, le docteur Kelleher et vous-même, ainsi que George Knapp, qu'il a existé plusieurs projets au sein du programme OSAP et que l'un d'entre eux s'appelle le projet Conscience, le Consciousness Project. Le projet Conscience, qui était une sous-partie du programme OSAP, voulez-vous dire aujourd'hui que Kona Blue est une sorte de suivi, une suite du projet Conscience qui a fait partie du programme OSAP? Eh bien, c'est ici que nous entrons dans un problème. Je ne parle que de ce qui se trouve dans ces 4 livres. Je veux dire que je n'ai pas entendu parler des 2 suivants, que personne n'a encore vus, pour discuter de ces sujets. Oui, il contient le programme Conscience ou Consciousness, également le programme Éducation, Médecine, Physique, etc. Kona Blue, à part ce que le Pentagone a publié lui-même, je ne peux pas encore en parler. Mais vous êtes sur la bonne voie. N'oubliez pas que nous avons également appris ce que le gouvernement ne peut pas se permettre de faire. Cela peut paraître étrange que le gouvernement américain admette qu'il n'a pas les moyens de faire quelque chose. Mais nous avons appris cela
de certains aspects de l'AOSAP, tout comme lorsque nous avons travaillé avec le MUFON. C'était beaucoup d'argent pour travailler avec le MUFON. Cela a permis d'obtenir de très nombreux cas, mais nous en obtiendrions beaucoup plus si nous dépensions plus d'argent. Le gouvernement, et nous en obtiendrions encore plus à l'avenir. Cela vaut-il la peine d'investir autant de personnel? Il faut y réfléchir. Faut-il confier cette tâche à des organismes comme la MUFON? Je suis sûr que les Français ont leur propre organisation pour collecter des informations sur les ovnis. Est-ce la meilleure manière de procéder? Il y a donc des éléments qui répondent à votre question. Oui, nous avons beaucoup appris et la conscience en fait certainement partie. Mais je ne peux rien dire de plus que ce qui se trouve dans ces 4 livres et nous n'en sommes pas encore là. Mais j'espère qu'un jour nous le serons parce que vous, comme et moi, vieillissons et d'autres personnes doivent continuer. Il y a beaucoup plus à faire, beaucoup plus. Je comprends parfaitement les réserves que vous avez exprimées, parce qu'il y a plus à dire dans les prochains livres, donc c'est bon, c'est parfait, merci beaucoup. C'est très bien d'avoir maintenant introduit le MUFON, l'organisation avec laquelle vous avez collaboré et que vous avez installée au sein du projet, parce que c'était l'un des points importants que nous voulions aborder avec vous et avec le docteur Kelleher. Pouvez-vous nous donner plus de détails? Nous expliquer d'abord pourquoi vous avez pensé à ajouter le MUFON dans la discussion et le programme? Quelle a été la partie de la contribution du MUFON? Et bien sûr, troisièmement, existe-t-il une relation avec la base de données et l'écosystème de base de données que vous avez conçu au sein du programme OSAP? Docteur Keller, la parole est à vous ou à Monsieur Lakatsky pour nous parler de la relation de OSAP avec le MUFON. L'organisation du MUFON aux États-Unis existe depuis les années 1960. Il y a des enquêtes et des directeurs pour chaque État, les 50 États américains. Il s'agit donc d'une excellente organisation avec laquelle nous pouvons travailler pour assembler et évaluer très rapidement les cas qui nous parviennent de tous les États-Unis, ce que nous appelons connus les États-Unis continentaux, les 50 États américains. Il s'agit donc d'une excellente organisation avec laquelle nous pouvons travailler pour assembler et évaluer très rapidement les cas qui nous parviennent de tous les États-Unis, ce que nous appelons connus les États-Unis continentaux. Notre relation était donc une relation de collaboration avec le MUFON, mais il s'agissait également d'un contrat avec le MUFON en vertu duquel notre organisation finançait le MUFON afin de nous fournir les meilleurs cas possibles ou les cas les plus importants qui parvenaient chaque mois au MUFON. Nous avions des télécommunications très fréquentes, des conférences téléphoniques très fréquentes, pour que les gens du MUFON et nous-mêmes puissions discuter des cas qui nous étaient parvenus le mois précédent. Parmi ces dizaines de cas, nous en retirions 2 qui correspondaient à des témoins oculaires multiples, à des cas de rencontres rapprochées, peut-être à des effets sur la physiologie humaine, peut-être à des matériaux, à la science des matériaux. Peut-être à des effets sur la physiologie humaine, peut-être à des matériaux, à la science des matériaux. Parmi les cas recensés par le MUFON dans l'ensemble du pays, notre organisation disposait de la crème de la crème. Nous avions formé un groupe d'enquêteurs à Las Vegas, dans le Nevada, pour qu'ils puissent se rendre à tout moment, n'importe où, aux États-Unis, prendre l'avion avec tout l'équipement et tous les moyens nécessaires, ainsi que les protocoles pour recueillir des preuves et interroger des témoins oculaires. C'était donc l'objet du contrat avec le MUFON. Le MUFON disposait d'un groupe de personnes qui recevaient ces appels 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et qui étaient en mesure de contacter les gens du MUFON qui, à leur tour, nous contactaient. Nous travaillons donc avec un responsable de programme du MUFON qui était extrêmement compétent dans ce qu'il faisait. Ils étaient en quelque sorte les meilleurs enquêteurs du MUFON, ce qui leur permettait d'aller sur le terrain et de mener des enquêtes. Nous avions nos propres équipes chargées des enquêtes sur les ovnis. Nous avions également des laboratoires où nous pouvions envoyer des spécimens physiques pour analyse, etc. Nous avions également la capacité d'interroger les témoins oculaires dans un délai très court après que les cas se soient produits.
Tel était donc l'objectif de la collaboration avec le MUFON. Elle a été extrêmement fructueuse car je pense que le nombre total de cas en très peu de temps se situe probablement entre 60 et 100 cas sur lesquels nous avons pu enquêter, et ce dans toutes les régions des États-Unis. Merci beaucoup pour cette réponse détaillée. J'aurais une question complémentaire sur les bases de données. Les 11 bases de données et la contribution très, très précieuse de Jacques Vallée dans la conception des 11 bases de données intégrées et la tentative d'avoir en quelque sorte une sorte de cadre commun ou de structure partagée pour poser des questions et faire des requêtes à l'intérieur de la base de données. Euh, nous arriverons ensuite à la fin de l'entretien avec une dernière question pour vous deux. C'était juste quelque chose que je voulais partager avec vous afin de vous en prévenir. Alors, s'il vous plaît, à propos des 11 bases de données et de l'innovation que vous avez mise en place dans ce type de base de données intégrée. Colm, voulez-vous répondre? Oui, le docteur Jacques Vallée, qui est un astrophysicien et informaticien français très connu et qui travaille dans le domaine des ovnis depuis des dizaines d'années. Je suis sûr que tous ses livres sont traduits en France, en français, et je suis sûr qu'il est extrêmement bien connu en France en tant qu'ufologue superstar. Il a commencé à travailler en tant que conseiller au National Institute for Discovery Science en 1996. Je connais donc Jacques Vallée en tant que mentor depuis environ 30 ans. Au cours de notre collaboration avec le National Institute for Discovery Science, le Dr Vallée a joué un rôle déterminant dans la mise en place de méthodologies et de protocoles d'enquête sur les ovnis. Ainsi, dans le cadre du programme du gouvernement américain par l'intermédiaire de l'agence de renseignement, le Dr Vallée a été engagé par Bigelow Aerospace Advanced Space Studies pour concevoir et construire ce qu'il a appelé un entrepôt de données, qui regroupe jusqu'à 11 bases de données distinctes et spécifiques. Par exemple, au sein du National Institute for Discovery Science, nous avons enquêté et disposé de données sur environ 1700 cas d'ovnis distincts. Il s'agit de l'une des 11 bases de données qui ont constitué le projet Capella du Dr Vallée. Un autre exemple serait celui d'un enquêteur français appelé Dominique Weinstein, qui a également accumulé un très grand nombre de cas concernant des pilotes français, des pilotes militaires, des pilotes civils, ainsi que des pilotes des vols internationaux. Il a constitué une base de données sur plusieurs décennies. Dominique Weinstein et le Dr Vallée ont collaboré à la création d'une deuxième base de données parmi les 11 bases de données distinctes. Il y avait donc en tout 11 bases de données distinctes. Nous disposions de bases de données de l'organisation française CEPRA, qui est une organisation distincte en France, qui a publié des centaines et des centaines de cas distincts. Nous utilisions les dossiers officiels du gouvernement français provenant du CEPRA, qui faisait appel à des gendarmes pour interroger des témoins oculaires dans toute la France. Le gouvernement français a ensuite publié ces cas. Nous avons pu employer des traducteurs français à Basse et nous avons organisé et placé toutes ces données dans une base de données séparée. Je mentionne ici seulement 3 des 11 bases de données séparées qui abritaient collectivement l'entrepôt de données que le docteur Vallée avait créé. Nous nous sommes donc retrouvés avec plus de 200 000 cas distincts dans ce que le docteur Vallée appelait l'entrepôt de données Capella, et ce fichier électronique a été soumis comme l'un des 100 produits qui devaient être remis à la Defense Intelligence Agency à la fin du programme. Il s'agit donc d'une ressource extrêmement précieuse, car non seulement ces cas ont fait l'objet d'une enquête, mais ils ont également été soigneusement scrutés et analysés avant d'être introduits dans les bases de données. Merci vraiment beaucoup. C'était très, très, très intéressant d'avoir ce genre de détails et aussi d'avoir cette information sur la place des bases de données françaises officielles
au sein de cet hangar virtuel, de cette méga base de données informatiques appelée Capella. Docteur Lakatsky, à la fin de votre programme, en 2010 et 2011, grosso modo, vous remettez à vos supérieurs l'entrepôt de données, le data warehouse appelé Capella. Vous transmettez cette base de données à l'Agence de renseignement de la défense. Vous leur donnez également des documents papier, la version imprimée des cas de la base de données, des 200 000 cas de la base de données. Vous les donnez à l'Agence de renseignement de la défense, la DIA. Pourquoi le programme a-t-il été arrêté? Pourquoi n'ont-ils pas poursuivi le programme? Je parle en 2010, hein, pas après. Après, cela sera la dernière question, la toute dernière pour vous deux. Alors, à ce moment-là, donc en 2010, pourquoi ont-ils stoppé le programme AOSAP malgré les nombreux rapports très complets qui avaient été produits et compte tenu de la qualité de l'entrepôt de données Capella que vous aviez créé? Tout d'abord, permettez-moi d'aborder la dernière partie de votre question concernant Capella. Capella a été transféré dans le cadre de programmes ultérieurs. Capella n'est pas mort. Il est resté entre les mains du gouvernement américain jusqu'à l'ARO, l'organisation actuelle. Il ne s'est donc pas arrêté là. Mais le programme, le contrat, c'est le mot juste, l'AOSAP, en tant que contrat, je vais vous dire, et je ne pense pas que cela ait jamais été clairement écrit ou révélé, a été suspendu. Le financement n'était pas disponible. C'est le terme qui a été utilisé dans Skinwalkers at the Pentagon. C'était en raison des élections de 2010. Oui, je sais, je vois la surprise sur votre visage. Harry Reid faisait face à un concurrent très redoutable. Il voulait suspendre le financement pendant 1 an. D'ailleurs, dès qu'il a été réélu, le lendemain, il est venu à la DIA, il a voulu rétablir le programme. Mais à ce moment-là, avec le recul de l'année, ils ont dit, vous savez, il y a probablement un endroit qui conviendrait mieux pour vous fournir un programme d'accès spécial, qui irait au-delà de ce qui est accessible pour les agences de renseignement. En d'autres termes, il s'agissait d'un double problème. D'une part, l'absence d'argent pendant 1 an, et d'autre part, la nécessité de disposer d'une classification de niveau supérieur pour le programme. Et voilà, le DHS, département de la sécurité intérieure, Kona Blue. Voilà donc la vraie réponse à la question de savoir pourquoi le programme s'est arrêté à la DIA. Fait qu'il y avait de meilleures choses pour dépenser l'argent, personne n'a parlé de meilleures choses. Ce ne sont que des sottises diffusées sur Internet. La véritable raison était que Harry Reid a senti qu'il allait perdre cette élection. Il m'a personnellement dit qu'il pensait que certaines personnes au sein de son organisation diffusaient des informations sur Internet et il ne voulait pas que cela se sache. La DIA ne voulait pas que cela se sache. Le programme a donc été mis en pause pendant 1 an. Il n'a pas été clôturé. D'accord, d'accord. Merci beaucoup pour cette précision très, si je puis dire, très claire et très importante. Merci beaucoup, nous l'apprécions vraiment et je pense que les internautes français, celles et ceux qui nous regardent, l'apprécieront beaucoup aussi. Et, et c'est vrai que dans la recherche sur les UFO, les UAP, y compris sur l'aspect paranormal, y compris sur les effets physiologiques sur les êtres humains, y compris aussi, bien sûr, sur les performances physiques des phénomènes du phénomène des objets, la pression n'a pas cessé. Et à la fin du mois de décembre 2017, il y a la parution des articles du New York Times, de Politico, du Washington Post, un événement
au cours duquel des informations faussées ont été diffusées. Il y a eu des distorsions. Et corriger ces informations erronées était clairement l'une des principales motivations pour produire votre livre. Et donc, l'histoire a continué. Je sais que votre temps est très précieux et c'est pourquoi je vais terminer avec cela, avec ma dernière question à ce sujet. Euh, un groupe de travail sur la déclassification des secrets fédéraux a été annoncé il y a quelques semaines, en février 2025, au sein du Congrès des États-Unis. Il s'agit d'une sorte de continuité dans l'engagement du Congrès depuis 2020-2021 sur la question de la déclassification et de la publication de certaines informations confidentielles. Quelle est votre vision compte tenu des suites que vous suggérez pour le programme AOSAP, euh, avec de nouveaux domaines de recherche, avec la poursuite de la base de données Capella au sein du DHS, le département de la sécurité intérieure, Homeland Security, hein, par exemple. Quels sont vos points de vue, la perspective que vous pouvez avoir sur la situation actuelle, accessible au public et au sein des organisations fédérales? Eh bien, je peux certainement placer le livre The Skinwalkers of the Pentagon dans le contexte de ce qui s'est passé avec ce programme tel qu'il est décrit dans le livre. Comme vous l'avez mentionné, l'article du New York Times de décembre 2017 décrivait notre programme, mais cette description était très inexacte. L'article du New York Times a été diffusé sur les ondes et s'est répandu dans le monde entier. Il a suscité l'intérêt des membres du Congrès et le gouvernement des États-Unis a subi de fortes pressions pour qu'il commence à s'intéresser davantage à la question des ovnis. Parce que, comme vous le savez probablement avant cet article du New York Times de décembre 2017, le gouvernement des États-Unis a déclaré publiquement que le gouvernement des États-Unis ne s'intéressait pas aux ovnis, que cela n'avait aucune incidence sur la sécurité nationale et qu'il ne se passait vraiment rien. L'article du New York Times a donc balayé tout cela du revers de la main et a initié par le biais de notre programme OSUP une ligne continue passant par le groupe de travail UAP Task Force, organisé par certains membres du personnel impliqué dans l'OSUP. Et enfin, comme Jim Lakatsky l'a mentionné, le programme Arrow du Pentagone, l'organisation OVNI officielle du Pentagone, il y a donc une ligne directe entre les événements décrits dans Skywalkers of the Pentagon et UAP Task Force, ainsi que l'Arrow. Je suis sûr que ces acronymes ne signifient rien pour un public français, mais il s'agit des parties de plus en plus officielles du gouvernement des États-Unis qui ont été impliqués dans les ovnis. Ainsi, jusqu'il y a quelques semaines, il y a eu divers groupes de travail et divers mandats du Congrès pour étudier le sujet des ovnis, et je peux parler que pour moi, et pas pour le docteur Lakatsky. Mais je peux vous dire que je suis très sceptique quant à l'issue des groupes de travail et des auditions au Congrès qui ont été mises en place ces dernières années. Je pense qu'il y a beaucoup de théâtre et beaucoup de publicité, mais je ne pense pas qu'il y ait quoi que ce soit de substantiel qui ressorte de ces auditions du Congrès, parce que je ne pense pas qu'ils aient la moindre connaissance de ce qui se passe. Je suis tout à fait d'accord. Je suis tout à fait d'accord avec l'évaluation de Cole. Vous avez dit, docteur Lakatsky, que vous étiez tout à fait d'accord avec le docteur Kelleher. Oui, mais je voulais aussi dire quelque chose qui ne concerne pas seulement les auditions du Congrès. Internet, Amazon, d'autres éditeurs sont inondés de livres sur les ovnis. Je voudrais dire une chose à propos de Skinwalker at the Pentagon qui pourrait devenir évidente, mais peut-être pas. Les révélations initiales et ces deux nouveaux volumes sont entièrement référencés. Les références sont continues dans le programme AOSAP. Il existe des références officielles du gouvernement. Nous ne sortons pas du cadre du programme AOSAP. Il s'agit de ce qui a été fait réellement, des résultats réels du programme. Lorsque nous en viendrons à discuter de Kona Blue, ce sera
la même chose. C'est ce qui a été fait réellement. C'est ce qui a été réellement planifié. C'est un élément très important à prendre en compte lorsqu'on essaie d'en savoir plus sur ce sujet. Il y a des références officielles, il y a des références et des livres qui sortent de nulle part. Je veux dire, c'est une expression américaine, mais elle signifie qu'ils sont juste sortis de l'air, pas nous. Nous n'avons jamais franchi cette limite. Je veux dire que nous voulons faire circuler l'information. En fait, je dirais que les premières révélations ont été qualifiées par certains de manuels ou de guides d'utilisation. Vous savez, c'est un compliment pour quelqu'un comme moi, et probablement pour le docteur Kelleher. Peut-être que le lecteur ordinaire ne voit pas les choses de cette façon. Certains disent qu'il est facile de comprendre la technologie. D'autres disent que c'est beaucoup plus difficile. C'est ainsi si vous voulez apprendre. Merci beaucoup, merci, vraiment beaucoup d'avoir partagé avec nous la façon dont le programme AOSAP a été une sorte de vaisseau mère des différents programmes qui existent encore aujourd'hui. Merci donc pour cette précision historique et si importante. Heu et merci d'être là, en France, hein, pour le public français afin de présenter, également Skinwalker, au Pentagone. Heu, Skinwalker au Pentagone qui est en quelque sorte l'entrée du terrier du lapin, c'est très bien, merci beaucoup, je vous remercie. Heu, je disais uniquement, merci, et je tenais à vous remercier. Nous allons poursuivre, cela et dire que dans quelques mois, nous pourrons avoir un nouveau chapitre dans la discussion ensemble. Heu, nous allons pouvoir prolonger cette discussion et continuer à ajouter les nouveaux détails pour le public, français. Merci beaucoup pour cet échange, cette discussion et pour, les personnes qui qui pourront, qui vont la visionner.